Bien, bonjour à tous et toutes. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Cette nouvelle séance au cours de laquelle nous allons parler à la fois littérature, mais surtout figure de style et épreuve du concours. Comme vous le savez, la première partie, ce sera la dissertation. La seconde partie, c'est la partie lexicale de ce concours. Cette partie lexicale, elle pourrait être subdivisée en deux grands champs. Un champ qui est le sens des mots, sens propre, sens figuré. Un deuxième champ qui serait celui de la composition du mot, de la formation du mot. Le mot, il a un préfixe. Il a un radical qu'il partage avec tous les mots de la même famille, du même champ étymologique. Et puis, il a un suffixe, il le transforme en verbe, aimer, aimable, en nom, aimant, amant, plutôt, en participe présent, aimant. Bref, il fabrique tous les mots qui appartiennent à ce champ étymologique. Donc, la partie lexicale, c'est composition des mots au sens des mots. Et puis, il y a une autre partie qui est la partie plus stylistique, qui consiste à regarder comment un auteur fait pour fabriquer, et c'est là que se trouve le problème, pour fabriquer une impression, un sentiment, pour fabriquer un contenu, pour fabriquer un effet. Comment dans ce texte l'auteur fait pour fabriquer la peur? Comment fait-il pour fabriquer le comique? Comment fait-il pour montrer le ridicule des personnages? Comment fait-il pour montrer le désespoir du narrateur? Comment l'auteur utilise les moyens de la stylistique, c'est-à-dire les figures de style, mais aussi de la grammaire, pour transmettre l'idée qu'il veut transmettre? Et cette idée, c'est difficile de savoir ce qu'elle sera au concours, parce qu'en fonction du texte, il y a mille et un champs mille et un champs peuvent être interrogés. Mais en tout cas, il y a des régularités, il y a des constantes. Et ces constantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait que, pour arriver à ses fins, l'auteur utilise la grammaire, c'est-à-dire les verbes, les noms, les adjectifs, les expressions, les types et formes de phrases. Il utilise l'organisation des phrases des unes par rapport aux autres. Il utilise les temps, il utilise les modes. Comment l'auteur fait-il pour montrer l'incertitude? Il utilise des conditionnels, il utilise des adverbes, peut-être, sans doute. Il utilise des questions. Devrais-je le faire? Il utilise tout un moyen de la grammaire, les classes de mots, les formes de mots, les types de mots, pour arriver au résultat qu'il recherche. Et donc, on va prendre ici quelques exemples aujourd'hui, ce qui me permettra aussi d'aborder quelques champs dans l'ordre de la littérature, quelques distinctions, quelques définitions qu'il faut retenir. Alors, pour commencer, je vais distribuer un petit texte. Il y a 4 exercices sur ce texte. On va en faire 2 aujourd'hui. Je donnerai 2 à votre propre usage. Donc, voilà 4 exemples à partir de 4 textes littéraires. Comment le fantastique est-il rendu dans le texte suivant? Comment s'écrit l'aspect destructeur de la mine dans ce texte de Zola? Vous analyserez les analogies dans cet extrait, donc là, une figure de style particulière. Dans l'extrait suivant, comment s'écrit l'ironie de l'auteur vis-à-vis de l'économie, des sentiments, des impressions, des effets produits par les textes. Et donc, le champ global qui est
qui est à analyser, c'est évidemment le champ de la grammaire étendue, c'est-à-dire le style, c'est-à-dire la fabrication des phrases. Alors, nous allons commencer par le premier, qui est un texte d'un auteur latin qui s'appelle Apulée, dans un texte qui s'appelle les Métamorphoses. Alors, je n'en dis rien pour l'instant de ce texte, je le lis et puis je ferai quelques commentaires. On va essayer de définir ce qu'est la notion de fantastique. C'est là que nous ferons un peu de littérature dont je parlais il y a un instant. Bientôt, je le lis et puis après je commenterai. Bientôt, vers la première veille de la nuit, Photis me conduit à cette fameuse chambre de l'étage, sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit, et m'invite à regarder par une fente de la porte la scène que voici. Pamphile commença par se dévêtir entièrement, puis elle sortit d'un coffret qu'elle ouvrit plusieurs boîtes. Alors, en levant le couvercle à l'une d'elles, elle se massa longuement avec un onguent qu'elle en tira, s'enduisant tout entière. Depuis les ongles jusqu'au sommet de la tête, puis après avoir adressé à voix basse de longs propos à sa langue, elle se mit à battre des membres à petits coups pressés. Pendant qu'elle leur imprimait ainsi un mouvement souple et continu, il en jaillit un duvet encore tendre, puis l'on vit grandir de fortes peines, les plumes. Son nez durcit et se recourba, ses ongles devinrent épais et crochus, Pamphile se transforma en hibou. Émettant un cri rauque, qu'elle essaya sa nouvelle forme et sautilla à plusieurs reprises sur le sol. Bientôt, elle s'éleva dans les airs et s'envola au loin un grand coup d'aile. Elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement, mais moi, qui n'avais été ni enchanté ni victime d'un sort, je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin, et j'avais l'impression d'être n'importe quoi, sauf Lucius, hors de moi-même, stupéfait jusqu'à la démence. Je vivais un songe éveillé, je me frottais longuement les yeux, me demandant si vraiment je ne dormais pas. Voilà le texte. En général, il s'agira d'un extrait d'un texte plus long, et on vous dira, analysez tel phénomène sur un ou deux paragraphes. Donc là, j'ai pris un seul paragraphe. Sur ce paragraphe, on va analyser le phénomène. C'est beaucoup plus rare qu'on vous demande d'analyser sur la totalité d'un texte, d'une page, un phénomène. Parce que ça reste quand même une activité un peu longue. Donc, c'est plutôt sur une portion relativement courte. Alors, première question que je vais poser avant d'éclairer ce texte, la première question, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler fantastique en termes d'art ou de littérature? Oui, dites-moi. C'est un élément surnaturel qui vient surgir, qui vient perturber le quotidien des personnages, comme par exemple dans l'exemple du vampire ou du loup-garou. Le fait de voir ce personnage-là, finalement, ça va nous choquer. Alors, votre camarade elle nous a donné une définition qui est une définition qu'on dira d'un degré 2 par rapport au degré numéro 1 pour concevoir déjà la notion de fantastique, qui est bien, hein, ce qu'elle a dit, c'est très bien, vous allez voir que je vais m'en servir beaucoup. Mais il faut d'abord penser que la notion de fantastique, elle va mettre en relation deux éléments qui sont théoriquement contraires. Ces deux éléments, on peut les exprimer de manière relativement multiple. C'est la confrontation, c'est l'opposition, c'est la rencontre, c'est le télescopage, c'est l'interaction, c'est l'irruption, télescopage, intervention, d'un élément relevant d'un champ qu'on pourrait appeler l'irréel dans le réel. C'est le mélange du normal et de son inverse qui est la normale, du possible qui aurait évidemment comme opposé l'impossible,
On pourrait dire encore de ce qui est croyable avec ce qui est incroyable, et ça nous montre à la fois qu'en français, il y a tout un ensemble de préfixes qui sont privatifs. Les IR, IN, IM, c'est le même en fait. C'est le même, mais en fonction de ce qui suit, il se manifeste différemment. Ce qui est naturel, ce qui est surnaturel, ce qui est rationnel, la raison, ce qui est irrationnel. Bref, il y a un élément qui intervient dans le domaine qui est celui finalement du monde réel, qui n'appartient pas à ce monde réel. L'irrationnel intervient dans le rationnel, le surnaturel dans le naturel, quelque chose d'incroyable se passe, d'impossible, d'anormal dans la sphère du normal. Et ce champ-là ne se télescope pas avec ce qui serait du vrai-faux ou du réel et du fictionnel. Ce n'est pas du tout la même distinction qu'il faut faire entre le vrai et le faux, et le fictionnel et le réel. Pourquoi? Eh bien, parce que toute création littéraire est dans le faux. Autrement exprimé, si vous prenez une enquête d'Hercule Poirot, écrite par Agatha Christie, bah, vous avez un personnage qui s'appelle Hercule Poirot, associé à un Hastings, Captain Hastings, qui mène des enquêtes sur des meurtres. Mais si vous regardez la réalité de ces meurtres, la réalité de ces événements-là, ce sont des personnages fictifs, ce sont des personnages inventés. Et pourtant, ils ne font pas appel à l'incroyable, l'impossible, le surnaturel. Donc, la littérature, elle crée un univers, elle crée un monde, elle crée un espace avec des personnages. Et ces personnages, il leur arrive des histoires qui sont des histoires inventées par l'auteur, fictionnelles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément incroyables, impossibles et réelles. Hein, bien sûr. Vous prenez n'importe quel feuilleton policier, vous avez un meurtre, un gendarme, un policier, un je ne sais quoi, détective privé qui résout le problème. Il n'a pas besoin de faire appel à des fantômes, à des vampires, à des extraterrestres pour régler ce problème. Non, il fait appel à des empreintes, à des autopsies, à des témoins, à la balistique, à des éléments de ce type-là. Donc même si aucun des personnages n'est vrai, s'ils sont tous fictionnels, il n'empêche que ça se passe dans le monde réel, avec les éléments du monde réel, avec les dimensions du monde réel. Dites-vous bien aussi qu'une autobiographie, elle est très souvent, elle aussi, fictionnelle. C'est-à-dire que tout auteur réorganise un petit peu les histoires de sa vie, volontairement ou pas. Volontairement ou pas. Dans la mesure où la mémoire fait et la perception que l'on a des choses n'est pas une vérité en soi. Donc, même dans une autobiographie, peut-être même surtout dans une autobiographie, la part de fiction peut être assez importante. Alors, quand on met en scène dans un récit des personnages historiques, là, tout est faux. Si vous savez, par exemple, que telle date, Napoléon rencontre le tsar de Russie et qu'il parle de l'Autriche, oh, ben, ça, c'est un fait historique. Mais à partir du moment où on va faire parler Napoléon et puis que l'empereur de Russie va répondre, ouf, alors là, même si on a le sujet, c'est sur l'Autriche, même si on a le résultat, c'est qu'ils ne vont pas s'allier, à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont se dire, comment ils se disent, tout ça, c'est de l'inventer. Donc l'écriture fictionnelle, par définition, elle relève du faux, de l'inventer, du créer. Donc réel, fictionnel, vrai, faux, ce n'est pas du tout le champ prioritaire du fantastique. Certes, les vampires, c'est fictionnel, c'est faux, mais en plus, ça a une dimension particulière qui est celle du surnaturel. Donc oui, il faut pas, les termes ne se confondent pas tous. Quand on parle de fantastique, on parle du fait que dans un monde qui est régi par des lois
connu et stable et accepté, il va se passer quelque chose qui ne répond pas aux lois de ce monde-là. Les objets vont voler, les morts vont ressusciter, les objets vont avoir des caractéristiques qui ne sont pas les caractéristiques normales de cet objet-là. Les tables vont tourner, les murs vont parler, bon, etc. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, le champ qui est couvert est extrêmement vaste. Voilà pourquoi on a plusieurs définitions successives qui ont essayé de restreindre très considérablement des définitions, ou plus exactement de sous-catégoriser. Et votre camarade, elle fait une référence dans sa définition à la première grande définition que nous avons eue sur ce qu'est la littérature fantastique, qui date de 19... Oui. C'est fantastique parce que ça brise le quotidien des personnes qui ne sont pas du tout vampires et loups. Sauf que si dans cet univers ils existent, est-ce que du coup ils peuvent être vus comme fantastiques puisqu'ils existent tout de même? Alors, votre camarade va voir sa réponse dans un instant. À savoir que pour pallier un petit peu au programme, au problème souligné par votre camarade, c'est-à-dire que en gros, si Cendrillon, elle rencontre une fée qui transforme une citrouille en carrosse, si c'est tout à fait normal chez Cendrillon, et puis que elle a une marraine sorcière, bonne fée, qui n'en voudrait pas? D'ailleurs, ma voiture est orange. C'est dire si j'aime les citrouilles et les voitures. Non, si donc c'est tout à fait normal d'avoir une marraine dans le cadre de Cendrillon. Si on transpose chez nous, là où intervient quelqu'un dans cette salle et puis qui nous dit excusez-moi, il faut que je fasse deux, trois choses, et puis qui transforme les tables en potiron, ce que c'est le même cas. Ah non, c'est pas du tout le même cas. Justement, dans cette définition-là initiale, c'est une interaction entre réel et irréel. Pour nous, ce qui se passe dans Cendrillon, c'est irréel. Une sorcière qui interviendrait ici tout de suite, ce serait aussi irréel. Mais Roger Caillois, qui est un ethnologue, c'est un des deux très grands ethnologues français. On a quelques très grands ethnologues en France qui ont très fortement marqué sur le XXe siècle la discipline. Le plus connu, c'est Claude Lévi-Strauss, parce qu'il a fait le texte de référence de l'ethnologie moderne qui s'appelle Triste Tropique. Triste Tropique, c'est un ouvrage dans lequel il amène cette idée fondamentale de la science, qui est que si l'on veut analyser, étudier, observer de manière rationnelle, de manière scientifique, une autre culture que la sienne, il faut s'immerger dans la culture en question. Il y a donc une relativité à appliquer sur sa propre culture. Donner un exemple tout simple, si vous regardez les Mayas, ils ouvrent le cœur de leur victime, ils le sortent, et puis éventuellement ils le mangent. Affreux, horrible, comment peuvent-ils faire ça, bande de sauvages, bon. Si vous voulez comprendre pourquoi ils font ça, il faut devenir Maya vous-même. Il faut abandonner votre propre culture pour vous insérer dans la culture de ce peuple-là, et puis essayer de comprendre les forces qui régissent l'individu au sein de cette culture-là. Et dans ce livre, Triste Tropique, donc qui doit dater peut-être de 1953, Claude Lévi-Strauss pose les bases véritablement de l'ethnologie moderne en disant que l'Européen, qui a toujours décrit le reste du monde à partir de sa propre supériorité culturelle, s'il veut vraiment étudier les peuples et les ethnies qu'il se prétend vouloir observer, il faut qu'il s'imprègne de ces cultures dans lesquelles il va, de ces cultures qu'il veut étudier. Donc, Claude Lévi-Strauss, un des grands noms. Et puis, deuxième très grand nom de l'ethnologie mondiale, mais français en l'occurrence, c'est Roger Caillois. On en a un troisième très célèbre qui, pour le coup, est encore vivant. Claude Lévi-Strauss, il est mort dans les années 98-19, par là, il y a 25 ans. Roger Caillois, il est mort dans les années 80.
Et le dernier qui est encore vivant de la série, c'est Maurice Godelier, qui est aussi un très grand ethnologue qui a fait progresser la connaissance en particulier. Il a étudié les tribus d'Afrique. Roger Caillois, en 1965, il écrit un ouvrage qui s'appelle Anthologie du fantastique, dans lequel il va, fort de son expérience d'ethnologue, c'est-à-dire de quelqu'un qui sait qu'une civilisation ne peut pas se passer de récits, ne peut pas se passer d'histoire, ne peut pas se passer de mythes, que toutes les civilisations ont inventé des histoires, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la notion de mystère en relation avec le texte d'Apulée que nous avons ici. Eh bien, il essaie de proposer des distinctions dans ce grand champ qu'on pourrait appeler le fantastique. Et donc, il fait la distinction qu'a fait donc votre collègue Océane en trois grands champs. Quand on met sur la table toutes les œuvres produites qui relèveraient de ce mélange naturel-surnaturel, eh bien, Roger Caillois constate tout d'abord qu'il y a des distinctions qui peuvent s'effectuer à partir du lieu, ou plus exactement de l'époque. Alors, lieu et époque, ce n'est pas la même chose, hein, l'espace et le temps, ce n'est pas la même chose, mais disons plutôt l'époque dans laquelle se passe l'histoire. Et il fera une distinction finalement ternaire. Il y a ce qui se passe dans le futur ou dans une époque qu'on pourrait dire augmentée, mais augmentée par des inventions scientifiques. Notre époque, plus quelque chose. L'exemple typique, Jules Verne. À l'époque de Jules Verne, il n'y a pas de sous-marin électrique. Enfin, il y en a chez lui. Il invente des machines qui n'existent pas à son époque. Donc, de la visite des planètes lointaines, comme dans La planète des singes de Pierre Boulle, les films de science-fiction tels que vous les connaissez, il y a des dizaines, donc, ou simplement notre époque avec des choses en plus. Première catégorie. Deuxième, ce qu'on pourrait dire comme le monde contemporain, le monde connu, le monde réel. Ce qu'il faut plutôt vraiment concevoir, c'est le monde contemporain de l'auteur. Chaque époque a quand même une définition assez différente du monde. Si vous êtes Voltaire, par exemple, ou Rousseau, vous avez une compréhension du monde qui est celle du XVIIIe siècle. Et quand vous allez mettre dans ce réel-là des éléments irréels, le monde de départ, le monde de référence, c'est celui du XVIIIe. Et je vous donne deux exemples qui vont permettre de clarifier la chose. Il y a un Tintin qui s'appelle Autour de la Terre à la Lune. Non, ça c'est du Jules Verne. On a marché sur la Lune. Dans les années 40-50, Hergé fait une bande dessinée dans laquelle le personnage va sur la Lune. À son époque, c'est absolument impossible. Mais 20 ans plus tard, ça sera possible. Donc pour lui, cette fusée qui emmène les personnages sur la Lune, c'est de l'impossible, c'est du irréel, c'est du surnaturel. Mais pour nous, ça l'est plus. Donc, quand un auteur du XVIIIe siècle nous écrit un récit, le réel de référence, c'est celui du XVIIIe. Quand un auteur du XIXe nous fait un récit, le monde réel de référence, c'est celui du XIXe, etc. Donc, Caillois dit, il y a ce qui se passe dans un futur augmenté, il y a ce qui se passe dans un réel contemporain de l'auteur, et puis il y a ce qui se passe dans un passé, et il précisera, dans un monde avec des caractéristiques pré-industrielles, c'est-à-dire dans lequel la science ne domine pas l'ensemble de l'humanité. En gros, Moyen-Âge, Antiquité. Donc si je vous dis La Belle au bois dormant, château, dragon, princesse, cheval, chariot, épée, bon, monde pré-industriel.
Si je vous dis Dracula qui se passe en 1897 à Londres, écrit par un homme en 1897, on va monde contemporain, peut-être dans cette catégorie-là. Et puis ici, je vous dis la planète des singes, dans lequel un vaisseau spatial recueille un conteneur hermétiquement fermé dans lequel il y a un récit raconté par un voyageur spatial. C'est plutôt monde futuriste. Planète des singes, là, Cendrillon, Blanche-Neige, la Calorique magique, 3 catégories. Et Caillois va les nommer avec les noms traditionnels que l'on a à cette époque-là, c'est-à-dire que ce domaine-là sera la science-fiction. Science-fiction. Quand ce domaine-là sera stricto sensu de fantastique, et quand ce domaine-là, ce sera le nom traditionnel qu'a employé votre camarade, c'est ce qu'on appelle le merveilleux. Qui est, comme nous sommes, je pourrais vous l'expliquer un autre jour, mais comme nous sommes quand même sur une domination, ces temps-ci, d'une littérature plutôt anglo-saxonne, on a gardé le mot traditionnel anglo-saxon pour l'instant que l'on va faire, qui est entré dans le dictionnaire au début des années 2000, qui est fantasy, mais à l'anglaise, c'est-à-dire fantasy. Alors, il y a de la dark fantasy, il y a de l'heroic fantasy, il y a fantasy qui a tendance à remplacer. Ce que je préfère, moi, pour l'expliquer plus clairement, c'est le terme que utilisent plutôt les Américains, c'est tales. Alors, tales, ça veut dire conte en anglais. Tales of sword, le W ne se prononce pas, and magic. Des histoires d'épée et de magie. Et dans la notion d'épée, ben, on voit bien qu'il y a cette dimension médiévale. Et on se déplace à cheval, on se déplace avec une armure, avec son épée, on se déplace vraiment tout ce qui est industriel. Et Roger Caillois fait une troisième constatation que votre camarade a faite elle aussi, qui permettra de répondre aussi à la question de sa voisine, c'est que Caillois, en bon ethnologue qu'il est, constate qu'il faut faire une distinction entre lecteur et personnage. Autrement exprimé, que parfois, dans certaines œuvres, moi, lecteur, je dis ça, là, c'est pas possible, mais que ça choque pas du tout le personnage. Le personnage, pour lui, c'est tout à fait banal de monter sur un cheval ailé et puis d'aller faire une visite de telle ou telle créature mythologique pour lui couper la tête. Méduse qui est attaquée par un héros mythologique. Et donc, moi, lecteur, quand on me dit que Jack plante une graine qui pousse immédiatement dans la nuit, qui va jusqu'aux cieux, et puis que dans les nuages, il y a un royaume de géants, je me dis, pas possible. Et pour Jack, ça ne lui pose aucun problème. Oui, pourquoi pas. Le haricot pousse, je monte dessus, je tombe sur une oie qui pond des œufs en or. Super. Oui. Et donc, moi, je vois des éléments surnaturels, mais pas le personnage. Et donc, il doit l'exprimer en disant qu'il y a des œuvres dans lesquelles le surnaturel provoque un choc, provoque un scandale, provoque une rupture, tant pour moi que pour le lecteur. Tant pour moi que pour le personnage. Le personnage voit débarquer un vampire et il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend plus rien. Comment les morts peuvent vivre, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Qu'est-ce que c'est que cette impossibilité que j'ai là? Le personnage le voit, et moi je le sais aussi que ce n'est pas possible. Et ça, c'est le principe typique, dit Roger Caillois, du fantastique, à savoir que nous aurons vraiment une opposition, une confrontation, une rupture, un scandale produit par l'élément surnaturel, en général unique. On aura un fantôme dans une maison, un vampire dans un endroit quelconque, on aura une sorcière qui maltraitera un village, dans un monde qui n'est pas préparé à la recevoir. Or, ce n'est pas du tout vrai pour les deux autres catégories,
puisque tant dans le merveilleux que dans la science-fiction, les phénomènes ne sont pas uniques et scandaleux, les phénomènes surnaturels, mais ils sont massifs et ils sont marqués par la banalité plutôt ou par la normalité. Donc, les phénomènes sont massifs, c'est-à-dire qu'il y en a plein en enfilade. Oui, j'ai dit Jack et nos haricots magiques, il y a un haricot qui pousse en une seule nuit, qui a été vendu par une sorcière, qui mène dans les nuages sur lesquels on peut marcher, dans lequel il y a un château. Dans ce château, il y a un géant, et en plus, dans ce château avec le géant, il y a une noix qui pond des œufs en or, qui pond des œufs en or. Voilà, n'en jetez plus, il y en a partout. Donc il est massif, il est très nombreux, il est en peuple entier, il y a des peuples d'elfes, des peuples d'orques, des peuples, des troupeaux de licornes. Et ce surnaturel, il est banal. Alors là, je suis dans la science-fiction, mais c'est la même chose. Dans la science-fiction, on prend un vaisseau spatial, première impossibilité, mais on ne se demande pas si ça existe ou pas, on prend son billet au guichet. Et puis ensuite, on arrive sur une planète X, et puis on s'est trompé de planète, on interroge des extraterrestres sur place, et en fait, on achète des trucs avec eux, puis on reprend le vaisseau, puis on va ailleurs leur vendre. On vit dans un monde où tout est surnaturel. Oui. Alors, mes camarades avancent toujours avec un temps d'avance vis-à-vis de moi. Stabilisons un petit peu cette définition de 1965. Vous comprenez bien qu'en fait, elle repose sur deux choses. Elle repose sur une première chose, c'est ça se passe quand? Et Caillois, qui est un ethnologue, il a un corpus qui traite des choses de manière scientifique, et on est il y a près d'un siècle, il y a 80 ans, 60 ans, 1965. Donc, les genres sur lesquels il peut s'appuyer, c'est la science-fiction contemporaine des États-Unis essentiellement, c'est pas trop un genre français. Il peut s'appuyer sur toute la littérature du 19e et puis toute la littérature médiévale et antique. Donc il a la mythologie, les contes, les fables, il a un corpus de ce type-là. Donc il essaie de classer en fonction d'abord de ce qui semble le plus visible, c'est que les personnages voient le surnaturel ou ne le voient pas, comme moi. Ils ne le voient pas, ils ne le voient pas, ils le voient. Bon, donc ça veut dire que d'un côté, ce qui est une aberration pour moi ne l'est pas pour les personnages. Et puis il creuse, et puis il s'aperçoit que quand le surnaturel n'est pas du tout aberrant, mais il y a quand même une grosse tendance à placer ça dans un monde où tout est naturel, mais un monde extérieur lointain futuriste, ou dans un monde au contraire qui est marqué par notre imaginaire médiéval et antique, à savoir des créatures de la mythologie. Ici, on a l'Odyssée, l'Iliade, des dieux partout qui accompagnent les personnages. On a le roman de chevalerie, Lancelot du Lac, Arthur et son épée Excalibur, Merlin l'Enchanteur. On a tout ce qui relèverait de la fable aussi, des animaux qui parlent, qui se parlent entre eux. On a le Seigneur des Anneaux et toute une grande voie de la fantaisie du XXIe siècle, puisque vous savez que sur les 50 dernières années du XXe siècle, le genre éditorial majeur, c'était le genre policier, c'est ça qui s'est le plus vendu et qui s'est le plus écrit. Mais depuis 20 ans au XXe siècle, le genre éditorial majeur, c'est ça justement. C'est la fantaisie, c'est ce qui s'écrit le plus, ce qui vend le plus. Vous allez dans n'importe quelle librairie, la FNAC ou autre, vous allez voir le rayon globalement, on va dire, science-fiction, fantasy, il en sort des dizaines et des dizaines tous les mois. Donc voilà une définition. Ici, le conte, le roman de chevalerie et toute la fantaisie contemporaine, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et tous les autres. Là, la science-fiction, les voyages dans des planètes lointaines ou la réalité augmentée par des sciences. C'est notre monde normal, mais il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus qui relève d'une fabrication scientifique particulière. Et puis, il reste un champ spécifique du fantastique où, chez nous, dans un monde bien stable, où l'eau bout à son degré et la pesanteur fait tomber les objets,
eh bien, il débarque quelqu'un qui vole, qui mord, bref, quelque chose qui ne va pas. Et comme l'a dit votre camarade, le problème, c'est que depuis 65, la production s'est beaucoup diversifiée et on a des perturbations de cette définition initiale. L'exemple le plus simple qu'on pourrait trouver de cette perturbation initiale, c'est une œuvre de type Harry Potter. Je pense qu'Harry Potter, vous avez tous entendu parler de quoi ça parle. Et Harry Potter, le problème, justement, c'est que ça se situe ici. Ici. C'est-à-dire que ça commence absolument comme une histoire fantastique. Dans une rue de Londres, où il y a une maison avec des gens tout à fait normaux à Londres, qui sont habillés en jean, avec des enfants qui ont un salon avec des verres et des assiettes, et voilà, dans un monde tout à fait normal, un hibou commence à livrer le courrier. Et là, voilà, problème. Les hiboux qui livrent le courrier, ce n'est pas d'un quotidien extrême. Et donc, il y a toute une phase dans laquelle on se trouve, et en général, chaque roman commence par une phase chez l'oncle, où il va commencer de plus en plus, au fur et à mesure qu'Harry Potter apprendra à faire des tours de magie, il va se passer de plus en plus de déviations. Mais on est dans le monde réel où il se passe quelque chose d'anormal. Donc, on est en plein fantastique. Et puis, notre personnage traversant les quais d'une gare, traversant aussi des passages secrets mystérieux, va se trouver dans des boutiques magiques, acheter des objets magiques et aller dans une école de magie que je mets ici dans le monde pré-industriel, parce que ce n'est pas du tout une école scientifique. C'est une école qui a toutes les caractéristiques de l'école de magie, on va dire médiévale, ou dans l'imaginaire ancien. On n'a pas de fusil laser, ou même de fusil à poudre, on n'a pas de bazooka, on ne combat pas les araignées géantes à coups de fusil à pompe, mais on a des baguettes magiques, on a des créatures de la mythologie, j'ai dit araignées géantes, on a des cyclopes, on a des centaures, on a des licornes, un monde qui est plutôt issu d'un imaginaire entièrement médiéval ou antique, dans lequel la science est quasiment absente. Un épisode où une voiture, ils essaient d'aller en voiture à l'école de magie, ils la font voler. Bon, un peu particulier, mais en plus, elle s'arrête de marcher quand elle arrive près de l'école. L'école, c'est une sorte de zone sans modernité. Donc, on est sur une part fantastique qui se téléverse dans une part merveilleuse. On va prendre des tas d'exemples antérieurs même à la définition de Roger Caillois. King Kong, par exemple, vous avez tous entendu parler de King Kong. Sur une île du Pacifique, on trouve un singe géant adoré par une tribu primitive. Et ce singe géant, il vit sur une île qui n'a pas vécu l'évolution normale de le reste de la Terre. Il y a des dinosaures, des serpents géants, des trucs comme ça qui se battent entre eux. Donc on a une sorte de poche non évoluée du monde, et on va ramener cette poche à travers le singe à New York, et il va être mécontent, il va tout péter. Bon, vous connaissez l'histoire. Donc on est sur, vous voyez, tout un ensemble d'œuvres qui peuvent se trouver justement confrontées. Et l'exemple que dit votre camarade, que donne votre camarade il y a un instant, sur le fait que dans le monde réel, on peut tomber sur toute une prolifération de créatures surnaturelles, mais tout à fait normales, pose aussi problème. On a beaucoup de feuilletons, de films qui relèveraient de ce champ-là, où on s'aperçoit par exemple que dans les égouts vivent des hordes de loups-garous combattant des hordes de vampires. Donc en surface, c'est notre monde à nous, mais dans les sous-bassements, c'est spécial. Ou, en gros, tous les personnages des comics américains, les Marvel, vous avez des mutants par peuple entier qui vivent parmi nous et qui ont tous des pouvoirs bizarres. Et comme on est toujours vu, comme toutes les histoires sont vues du point de vue des mutants, pour eux, ça ne pose pas de problème de vivre dans un monde réel dans lequel il y a leur pouvoir généralement développé. Donc on est sur le monde réel, mais avec un fantastification naturelle qui ne fait pas choc, mais qui fait banalité. Donc la définition, effectivement, ne fonctionne pas
pas pour tout. C'est pour ça qu'on en a d'autres. On en a d'autres. La deuxième grande définition peut nous être utile, c'est la définition qui repose sur des bases tout à fait différentes de, j'écris son nom, Witold, Witold, W-I-T-O-L-D, et son nom Ostrowski. S-Z-A-W. Oh, ça se prononce finalement comme ça s'écrit comme ça se prononce, mis à part le W. Et Ostrowski part d'une définition tout à fait différente, mais intéressante aussi. C'est non pas quand ça se passe et comment est reçu le phénomène, ou quand ça se passe et comment est reçu le phénomène, mais il part du principe de se dire qu'est-ce qui se passe, le quoi. Et il va faire une typologie en disant que une histoire fantastique, c'est une histoire dans laquelle finalement au minimum un des 8 éléments suivants se met à avoir des comportements qui relèvent de cet irréel, surnaturel, impossible, incroyable. Donc une histoire fantastique, ça se passe dans le monde, un monde à définir, il s'en fout un peu finalement quand ça se passe, où ça se passe. Mais ce qui est important pour lui, c'est que par rapport à nous, un des 8 éléments suivants se met à avoir un comportement qui n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 8 éléments relèvent un petit peu de la simplicité pour une grande part d'entre eux. Premier élément, je les mets dans un ordre qui permet de comprendre les choses facilement et progressivement. Le temps dit oui, pardon. Quand vous dites C'est pour le lecteur. C'est pour le lecteur. Élément premier, le temps. Voilà, le temps connaît des perturbations qui ne sont pas possibles dans notre univers ou dans notre conception toute simple. On avance dans le temps ou on recule dans le temps, ou on arrête le temps. Harry Potter, puisque j'étais là-dessus, Hermione, dans un épisode, elle a un appareil qui lui permet de remonter le temps et de revenir en arrière. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je sais que vous aimez mon cours de français, mais vous ne pouvez pas revenir au début pour le resuivre depuis le début. Il y a des moyens, mais c'est pas revenir au début. Voilà. Donc, impossible d'arrêter le temps. Impossible d'avancer dans le temps. L'œuvre la plus connue là-dessus, c'est de Herbert George H.G. Wells, W-E-L-S, W-E-L-S, qui s'appelle La machine à voyager dans le temps. On invente, ça se passe en plein 19e siècle, on invente une machine, et cette machine, elle permet d'avancer et de reculer. Vous connaissez sans doute tous Retour vers le futur, un film dans lequel le professeur Brown invente une voiture qui permet d'aller dans le passé aussi, et le jeune Marty se trouve pris dans cette voiture et remonte d'un seul coup. Ou alors Les Visiteurs, Xavier Reynaud, en plein Moyen-Âge, un alchimiste donne une solution, une potion à 2 ploucs médiévaux pour, pensent-ils, revenir dans le temps, mais en fait, ils avancent jusqu'à notre époque. La perturbation du temps. Voilà, le temps, c'est une donnée de notre existence qui s'écoule, c'est un fleuve, et nous ne pouvons rien y faire. Le fantastique nous montrera justement des perturbations de ce genre. La Belle au bois dormant, elle se pique, elle s'endort, variation un petit peu, les sorcières, les bonnes fées, pardon, n'arrêtent pas le temps, mais endorment tout le pays pendant son temps, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc, ce n'est pas un arrêt du temps, oui, c'est quand même un peu la même thématique. On va bloquer pour faire en sorte que ça, le temps de la belle endormie coïncide avec le reste du monde. Tout aussi simple,
l'espace. Alors, en fonction d'où on est dans la subdivision de Caillois, ce ne sera pas la même nature d'éléments. Si vous êtes dans la science-fiction, il s'inventera des lieux qui n'existent pas, des planètes machin qu'on va visiter, la planète Tatooine, la planète Pandora, la planète celle que vous voulez. Enfin bref, on explore des lieux lointains qui ne relèvent pas des lieux que nous connaissons, nous. D'une façon très simple, l'île de King Kong, c'est un espace qui n'existe pas, un espace qui n'aurait pas connu l'évolution darwinienne avec disparition des dinosaures et l'évolution des créatures. Bon, ça n'existe pas. Donc, dans un espace, il y a un espace quelque part sur Terre dans lequel les phénomènes qui s'expriment ne répondent pas aux règles du reste du monde, où il y a un espace extérieur, très extérieur, une planète lointaine, qui ne répond pas à nos règles. Si on est sur la science-fiction, plutôt une planète lointaine, dans le fantastique, une poche dans laquelle le réel ne s'exprime pas, une maison hantée, l'île de King Kong, le centre de la Terre chez Jules Verne. On descend dans le centre de la Terre, et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un géant qui garde des troupeaux de mammouths. Peu probable. Et puis quand on est dans le merveilleux, eh bien, le royaume de Jack dans les nuages, bien que ça n'existe pas. Il était une fois dans un pays lointain, donc voilà, on sait que ça n'existe pas. Le temps, l'espace, les corps. Tout le monde n'est pas grand et beau comme moi, et il y a dans beaucoup de textes fantastiques des créatures qui, sur la base de la vie telle qu'elle existe sur Terre, ont des variations. Les elfes qui ont des oreilles pointues, là on est dans le merveilleux, dans la fantaisie. Les hobbits, le Jules de Tolkien, qui font 1 mètre de haut. Les nains qui vivent dans la montagne, et qui forgent toute la journée des armes et des armures. Les extraterrestres, quels qu'ils soient, dans n'importe quelle œuvre, les extraterrestres, qui ont des variations par rapport à notre corps. Les fantômes qui sont translucides, qui sont dans le fantastique. Euh, les araignées géantes d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, les vampires qui ont des dents qui poussent, bon, le corps. Une grande partie des personnages des comics américains ont des problèmes liés à ça. Enfin, des problèmes, c'est pas des problèmes, ils ont des caractéristiques liées à ça. Des griffes qui poussent, des dents de tigre, bon, le corps. L'esprit. L'esprit ne fonctionne pas comme nous, comme le nôtre. Qu'est-ce qu'on appellera l'esprit? Quand on est dans l'héroïque fantasy, dans le merveilleux, c'est la magie. Vous avez des pouvoirs magiques, les pouvoirs de l'esprit qui font que vous transformez une citrouille en voiture, en carrosse, vous transformez des rats en chevaux. Quand on est dans la science-fiction, on va trouver des pouvoirs magiques aussi dans la guerre des étoiles. Les chevaliers de Jedi qui font toutes sortes de choses avec la puissance de leur esprit. Déplacer les objets, choses comme ça. Lire dans les pensées, dans le fantastique. Prédire l'avenir, c'est aussi un mélange avec le temps. Donc, les créatures qui sont mises en scène ont des pouvoirs qui sont des pouvoirs liés plutôt à l'esprit et non pas au corps. Dernier élément qui est encore mais simple, c'est qu'il relève des objets. Le texte en question manifeste à l'évidence des objets qui ne sont pas possibles. Un anneau qui rend invisible, une épée magique, un vaisseau spatial, un sabre laser, un pistolet laser, une machine à voyager dans le temps. Heroic fantasy, des épées, des armures. Science-fiction, des pistolets et des vaisseaux. Fantastique, on sera plutôt dans l'ordre de l'objet maudit,
On a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Main, dans lequel on possède une main momifiée qui était la main d'un assassin. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas perdu les habitudes qu'elle avait lorsqu'elle était accrochée au reste de l'assassin. Donc, elle a tendance à commettre quelques méfaits. Et maléfiques. Et puis, les trois suivants sont finalement des subdivisions un petit peu, ou des précisions par rapport aux 5 premiers. L'histoire peut manifester des actions qui ne relèvent pas du possible. Relèvent pas du possible. Frankenstein, il rassemble des morceaux de cadavres auxquels il redonne la vie. Pas possible de redonner la vie. Harry Potter, il passe à travers les murs pour accéder à un quai mystérieux dans une gare londonienne. Il passe à travers les cheminées pour se rendre dans les supermarchés de magie, les rues commerçantes de la magie. Tout ça, c'est pas possible. Donc, il manifeste des actions. Alors, ça peut être lié aux perturbations de l'espace, aux perturbations du temps, ça peut être lié au pouvoir de l'esprit, à des objets précis, mais en tout cas, il accomplit des actions pas possibles. Il se fixe aussi des limites qui relèvent de l'impossibilité. Frankenstein, il veut redonner la vie à un cadavre. Faust, il veut passer un accord avec le diable. Pas possible tout ça. Harry Potter, il veut apprendre la magie. Pas possible non plus. Et puis enfin, une dernière catégorie que Ostrovsky appelle la causalité, que j'exprimerai moi plus simplement par les lois naturelles. Il y a dans ce texte une perturbation, dans ces œuvres, une perturbation évidente des lois normales qui régissent le réel tel qu'on le connaît. Superman, il vole. Dans un film, il fait tout, il arrive à faire tourner la Terre dans un sens inverse de son sens de rotation normale. Ah, c'est pas possible. On marche au plafond, c'est pas possible non plus. Voilà, les lois naturelles sont perturbées. Alors, tout peut s'accumuler dans une même. Oui, c'est le lieu. C'est le lieu. Est-ce que ça s'applique aussi aux pays inventés? Ah oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est la comté de Tolkien, pays inventé, le monde dans lequel se passe Game of Thrones, inventé aussi. Ou, Juste pour se placer sur la Terre, il me disait, dans là, il y a un pays. Est-ce que ça ne pas comme on veut qu'il se passe aussi des histoires. C'est encore ma différence entre le fictionnel et le réel. C'est-à-dire qu'on peut inventer des pays fictionnels dans lesquels il ne se passe que des choses très réalistes. Tout, par exemple, tout ce qu'on appelle l'exotisme au XVIIIe siècle, ça consiste à envoyer un voyageur dans un pays lointain, de décrire ce pays lointain, qui en fait est la France, mais de le décrire avec des yeux tout à fait novateurs en disant qu'ils ont un roi tout-puissant qui règne absolument. Et tout le monde se dit, allez, quelle bande de cinglés. Et en fait, on décrit la France. Donc, si il ne s'agit juste que de poser un pays X dans lequel il se passe des choses tout à fait normales, non, ce sera simplement l'invention fictionnelle. Si, en revanche, c'est un pays qui est marqué par toutes les caractéristiques bien du merveilleux avec des éléments qui ne sont pas possibles, ben là, oui, alors on se place dans ce monde-là. Si je prends Harry Potter, ils ont un appareil à retourner le temps. Donc le temps est perturbé. Ils ont une école de magie mystérieuse, le lieu. Ils ont des araignées géantes, des géants, des cyclopes, des centaures. Ils ont un pouvoir spirituel, la magie. Ils ont une multitude d'objets, ne serait-ce que des balais volants et des baguettes magiques. Alors, ils s'en servent. Ils font des concours de football sur balai magique. Impossible.
Ils se fixent des buts tout aussi impossibles. Ils veulent apprendre la magie. Quant aux lois naturelles, eh bien, ils sont perturbés en permanence. Ils font voler des voitures dans le ciel londonien. Donc, c'est pas possible non plus. Donc, oui, une œuvre peut contenir tout, tout de dysfonctionnel ou un élément seulement majeur. Oui. Non, le déroulement du temps. Je ne parle pas du tout de l'époque, je parle du déroulement du temps, à savoir que le temps est une suite qu'on ne peut pas avancer ni reculer. Et vous ne pouvez pas voyager dans le temps. C'est le voyage dans le temps, si vous préférez. Vous ne pouvez pas arrêter le temps ou le faire défiler plus vite ou moins vite ou le suspendre. Donc, pour Trotsky, on ne se pose pas du tout la question de savoir ce qui relève ou pas de quand ça se passe, ni de comment on reçoit le phénomène. Lui, il s'intéresse justement seulement aux éléments clés. Et puis, on a une troisième définition qui sera un peu plus limitée dans son ampleur, mais qui est intéressante aussi. C'est la définition de Tsvetan Todorov. Tsvetan Todorov. TSZVE. Elle s'exprime en 1971, donc c'est la plus tardive des trois. Et il va partir de tout à fait autre chose. Il ne va s'intéresser que finalement à cette partie unique du fantastique. Donc il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait fantastique, ce qui l'intéresse, c'est la confrontation du réel et de l'irréel. Donc à partir du moment où il n'y a pas un réel identifiable, parce qu'on est dans un monde surnaturel en avant science-fiction, ou pardon, merveilleux, ou en après science-fiction, ça ne l'intéresse pas. Il s'intéresse juste exclusivement à cette partie centrale du tableau, ce qui relève du fantastique. Et il va apporter une définition novatrice, qui est intéressante aussi, évidemment, c'est que le fantastique, c'est en fait un effet qui est produit et où, sur le lecteur et sur le personnage, et où, soit que l'un, soit que sur l'un, soit sur les deux. Et cet effet, il consiste à hésiter, à douter, de la réalité ou non de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre fantastique? C'est une œuvre dans laquelle, à un moment donné, le personnage est confronté à un élément irréel et devant cet élément, il se trouve pris devant un dilemme, devant un doute, devant une hésitation entre d'un côté une interprétation très réaliste, passe quelque chose que je dois pouvoir expliquer, ou alors une explication tout à fait surréaliste, il se passe quelque chose d'impossible. Je suis pris, en fait, par un choc, comme je disais tout à l'heure, et ce choc me fait mettre en cause ce que je vois de réel ou d'irréel. Donc pour lui, la définition du fantastique, c'est un instant d'hésitation, de doute face à des phénomènes surnaturels. Le fantastique, c'est un instant d'hésitation, de doute, de surprise devant un phénomène surnaturel. Je vois quelque chose, ce quelque chose me surprend, et je me dis, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Dites-moi. Par exemple, petit complément. Dans cette définition de Todorov, est-ce que c'est du fantastique ou pas? Non. Non.
Pour soi du fantastique, ligne 1, 2, 3 en partant de la fin. Je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin. J'avais l'impression d'être n'importe quoi sauf que je suis hors de moi-même, stupéfait jusqu'à la démence. Je vivais un songe éveillé. Voilà. Alors que Buffy, elle passe ses nuits avec une pioche, non pas une pioche, un pieu et un marteau, ou je ne sais pas quel objet, à poursuivre des vampires qui vivent dans les bas-fonds ou avec. Pour elle, c'est tout à fait normal, c'est la vie de la lycéenne normale, le jour au lycée, la nuit, à chasser les vampires. Le monde, il est ainsi fait que on est dans une situation de confrontation entre deux univers complémentaires, le réel et un surnaturel massif et finalement normal. Sa copine, elle est sorcière, elle doit avoir un copain de garou, je ne sais plus trop, mais au bout du compte, on est sur une œuvre qui relèverait plutôt d'un mélange comme Harry Potter entre un bout réel et un bout irréel. Pour trouver un exemple, il faut trouver un exemple dans lequel le personnage est confronté à quelque chose que tout indique comme étant surnaturel et qui lui fait se poser la question de sa réalité. Alors la définition de Todorov, elle réintroduit beaucoup d'œuvres qui étaient exclues dans ce qui se trouvait avant, mais elle en exclut tout un ensemble aussi. Elle introduit par exemple tout ce qui relèvera du policier, un certain nombre d'œuvres policières. En particulier, Sherlock Holmes, par exemple. Sherlock Holmes, très souvent, il arrive quelque part et il se passe une chose qui est tout à fait impossible, tout à fait mystérieuse, tout à fait. Et il va mener une enquête pour savoir si effectivement il y a là des événements surnaturels ou pas. Le plus célèbre dans le genre, c'est le chien des Baskerville. Il y a une malédiction dans la lande écossaise, la famille Baskerville, et quand ils arrivent, tous les membres masculins, quand ils arrivent à une trentaine d'années, sont tués par un chien sorti de l'enfer qui vient venger un crime ancestral. Et le dernier descendant arrivant à l'âge fatidique embauche Sherlock Holmes pour essayer d'arrêter le chien diabolique. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a un chien diabolique qui vient bouffer les héros à date fixe? Il mène son enquête et il trouve des tas de preuves de ce diabolisme. Mais il arrivera à déjouer le truc en montrant que ce n'est pas un phénomène surnaturel. Le double meurtre de la rue Morgue d'Edgar Poe, on est dans une pièce complètement fermée, il y a eu 2 meurtres. Pièce fermée. Le mystère de la chambre jaune, pièce fermée, agression. Comment ça s'est passé? Surnaturel, fantôme, vampire, maintenant que... Et donc, le personnage ou le héros connaît un instant d'hésitation. Et puis au bout du compte, il va prendre une décision. Cette décision, c'est de faire triompher les règles naturelles. En fait, tout ça n'existait pas. J'hésite, mais non, le surnaturel n'existe pas. C'est Sherlock Holmes en général, il démontre toujours qu'il ne s'est rien passé. Ou oui, il s'est passé quelque chose. Le surnaturel existe, et donc les lois du monde sont à revoir complètement. Et puis, les vrais grands textes de ce type-là, eh bien, ils laisseront l'hésitation. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, dans les nouvelles de Lovecraft, par exemple, ils sont dans une vieille maison, ils entendent des bruits, ils ne savent pas d'où ça vient, et finalement, ils vont dans les catacombes, ils se rendent compte que c'est des rats qui mangent les cadavres. Donc, par exemple, ça fait partie de la définition fantastique, en disant que non, ce n'est pas un élément surnaturel. Voilà, c'est davantage sur l'ambiance que ça joue. Mais très souvent chez Lovecraft, on tombe sur en fait une vraie créature surnaturelle centrale. Dans le modèle Pickman, on a un peintre qui peint des affreux tableaux. On se dit, mais où trouve-t-il donc son inspiration? On descend un jour dans sa cave et puis on s'aperçoit que sa cave est finalement en relation directe avec un autre monde, un autre plan dans lequel il y a des affreux monstres. Et donc oui, le surnaturel existe. Mais je vais vous donner 2 exemples qui permettront de clarifier. Un, donc, que vous avez peut-être étudié sans doute même que vous étiez au collège, la Vénus d'île de Mérimée.
île, c'est un nom d'une ville, on trouve dans le sol une statue. Et le lendemain, il y a un meurtre. Et la femme du décédé, de l'assassiné, eh bien, elle affirme que c'est la statue qui est venue assassiner son mari. Et le texte en donne plein de preuves. Mais parallèlement, on a un narrateur qui sait pertinemment que les statues, ça ne bouge pas. Et donc, il fait un récit dans lequel il donne toutes les preuves du fait que la statue a bougé, tout en amenant toutes les preuves de la rationalité qu'elle n'a pas bougé. C'est un fait divers comme il y en a tant d'autres. Donc, on est sur l'hésitation, ça existe ou ça n'existe pas? Vous, en tant que lecteur, vous ne pouvez pas décider, vous avez deux interprétations tout à fait différentes, vous ne savez pas. Et de Maupassant, le plus connu de Maupassant sans doute, c'est un petit roman qui fait une cinquantaine de pages, centaine de pages, qui s'appelle Le Horla. Le Horla, nous avons un personnage qui, c'est un journal, donc c'est écrit à la première personne, quelqu'un tient un journal. Le premier jour, il voit passer devant sa fenêtre, sur la petite rivière à côté, un bateau venant d'Amérique du Sud. Et dans les jours suivants, ils se sont persécutés, oppressés, fatigués. Et il a l'impression que quelqu'un le surveille. Et au fil des pages, il se convainc qu'il y a une créature invisible qui l'oppresse, qui le vampirise, qui le dévore, Et il met en place des stratégies pour la découvrir, cette créature. Il met de la nourriture sur la table pendant qu'il se couche, et puis le lendemain, il s'aperçoit qu'il manque certains produits. Donc, il en déduit les habitudes alimentaires de la créature. Bref, il va essayer de définir de plus en plus cette créature. Et puis, comme il est de plus en plus fatigué, de plus en plus oppressé, il va essayer de s'en débarrasser en mettant le feu à sa maison alors qu'il l'a prétendument enfermé. Et donc, en tant que lecteur, nous, on a très rapidement deux choix. Soit on suit le personnage, il dit « je suis poursuivi par une créature invisible ». Donc oui, le surnaturel existe. Soit on prend un recul avec notre propre rationalité et on se dit « ce type-là est en train de devenir cinglé ». Et donc non, en fait, ce qu'on lit, c'est le journal de quelqu'un qui devient fou et il ne se passe rien. Mais en tant que lecteur, vous ne pouvez pas décider si oui, le surnaturel existe ou si non, le surnaturel n'existe pas. Et vous avez des pistes qui sont toutes deux données. Alors, comment fait-on pour annuler le surnaturel? Eh bien, il y a toutes sortes de solutions. Il y a la plus simple, c'est le rêve. En fait, j'ai rêvé tout cela. Il y a les drogues et l'alcool. J'étais dans un état second qui fait que j'ai fantasmé tout ce qui m'est arrivé. J'ai le complot. Ça, c'est souvent le complot des enquêtes policières. C'est un assassinat camouflé. Tout un ensemble, donc, la folie. La folie qui permet de dire, il ne s'est rien passé en fait. Donc, en fonction, vous voyez, de la finesse de la définition que vous pouvez avoir du fantastique, un œuvre peut être plus ou moins classée différemment, ou catégorisée différemment, ou étudiée différemment. Alors, je vous rappelle que c'est important parce que finalement, la notion couvre beaucoup de textes qui sont très centraux à l'école élémentaire. Qu'est-ce qu'on fait en cycle 1? On fait les comptes. En 2 et 3 aussi. On fait les comptes. Qu'est-ce qu'on fait en cycle 2? On rajoute les fables. Donc, évidemment, les fables, c'est du merveilleux, pour la plupart du temps. On en a certaines variations parfois très amusantes. On a de Jean-Luc Moreau, par exemple, des fables de La Fontaine réécrites. Le corbeau et le renard, ça devient l'avion et la Jeep. Ils se battent pour un bidon d'essence. Donc, finalement, ça devient plus ou moins du fantastique, puisque ça se passe dans le monde contemporain, mais c'est quand même des relations qui sont, où on doit accepter que ces créatures-là, ces objets-là se parlent.
Qu'est-ce que nous avons donc encore? Puis au cycle 3, nous avons le fantastique proprement dit, mais le policier qui est donc un peu joint. Donc nous avons très souvent accès à ces notions surnaturelles ou naturelles et confrontation des deux. La part d'invention imaginaire et donc fictive est évidemment centrale, mais la part de surnaturel est tout aussi centrale dans la plupart des textes que nous étudions. Le petit chaperon rouge, je vous rappelle qu'il parle avec un nous quand même. Donc il y a une part d'irréel. Bon, alors, maintenant qu'on a fait un point sur les définitions, il faut se demander comment cette notion s'exprime dans le texte que nous avons sur place. Et vous voyez que ce texte, on peut aussi l'analyser avec les 3 éléments de définition que nous avons ici. Ils correspondent, selon les 3 définitions, à ce qu'on appelle le fantastique. Mais c'est si je regarde une mécanique un peu plus globale, quand on vous demande d'étudier un effet, donc ici, par exemple, on a le fantastique, après on a l'aspect destructeur de la mine, dans le 3e exemple, c'est qu'une figure de style des analogies, dans le 4e, c'est l'ironie. Sur quoi doit-on s'appuyer? Eh bien, évidemment, sur la connaissance de la notion, qu'est-ce que l'ironie, qu'est-ce qu'on peut appeler destructeur, qu'est-ce qu'on peut appeler fantastique, mais on s'appuie tout de même sur, évidemment, les éléments grammaticaux. On va s'appuyer sur tout ce qui relève des adjectifs. Les adjectifs vont fabriquer, contribuer à fabriquer l'effet recherché. Les verbes, les noms, et j'ajouterai l'idée que faut souvent regarder les noms expansés. Pour prendre un exemple, si je vous dis je bois une potion, vous allez me dire, ah oui, tu as Malou. Mais par contre, si je dis je bois une potion magique, une potion de sorcier, j'ai acheté une baguette, mais j'ai acheté une baguette de sorcier, et c'est l'expansion qui rend l'objet, qui rend le nom, évidemment surnaturel en l'occurrence. Qu'est-ce que je vais regarder encore? Je vais regarder les situations. Si je vous dis l'oiseau vole, pas de problème. Si vous me dites la voiture vole, vol en soi-même, c'est pas surnaturel, voiture, c'est pas surnaturel, mais voiture vole, là pour le coup, c'est bien surnaturel. La situation, on va regarder les champs et plutôt les champs d'abord lexicaux, c'est-à-dire le fait que les éléments appartiennent à un grand domaine. Alors, et quels sont les grands champs lexicaux que l'on a dans le fantastique? On a celui, donc vous l'avez compris, du doute. On a celui de l'étrange, du bizarre, du surnaturel. On a celui, alors je mettrai ça dans les figures de style. On a celui éventuellement de la peur, de la terreur, de l'effroi. Tout n'est pas censé faire peur dans le fantastique. Si vous prenez Les Visiteurs avec Clavier et Jean Reno, ou si vous prenez Retour vers le futur, c'est pas fait pour faire peur. Mais en littérature, il y a quand même une sorte de direction quand même là autour. Qu'est-ce que vous pouvez regarder aussi? Eh bien, vous pouvez regarder les types et formes de phrases. Si on vous dit comment se passe l'incertitude dans ce texte, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura tout ce qui relève des conditionnels. Ah, je pourrais, tout ce qui relève des adverbes, peut-être, sans doute, mais tout ce qui relève aussi de la construction. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Comment se passe
comment se développe l'autoritarisme du personnage? Ben, le fait qu'il donne des ordres, injonction, impératif, type et forme de phrase. Pour le fantastique, il n'y a pas grand-chose là-dessus, si ce n'est peut-être une particularité, c'est que le fantastique adore les phrases négatives dans les formes de phrases. Le fantastique adore les phrases négatives pour une raison simple, je crois que je vous l'ai déjà donné aussi, c'est que c'est plus facile de faire fonctionner l'imaginaire de quelqu'un en lui disant ce que ne sont pas les choses, plutôt qu'en disant ce qu'elles sont. Si je vous dis la créature n'avait pas une tête d'animal, ça vous laisse tout un champ possible. Alors que si vous dites elle avait une tête de lapin, bon, bah, on voit bien ce que c'est. Donc le fantastique aime beaucoup décrire par ce que ce n'est pas, présenter ce que ce n'est pas. Ça permet de laisser l'imagination fonctionner. Alors, je vous laisse, on va dire, 5 minutes pour essayer de me relire ça et puis essayer de faire coïncider avec ce qu'on a vu là. Qu'est-ce qui relève dans ce texte? Vous pouvez faire ça avec votre voisin, voisine. Qu'est-ce qui relève dans ce texte? Fantastique, et comment on peut le taffer. Rappelez-vous que la grammaire, c'est du classement. Il faut classer, organiser, structurer, coordonner, pour vraiment faire en sorte que tout soit catégorisé. La grammaire, c'est une description, donc il faut qu'elle soit analytique.
Bon, alors si on regarde ce qui peut relever de ce champ-là, tout d'abord, essayons de déterminer dans l'ordre des trois définitions ce qui relèverait de cette notion. Selon Roger Caillois, ce serait quoi comme type de texte? Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah non, non, c'est pas ce qu'on doit parler. Parce que c'est un choc. C'est ça. Mais non, alors, choc, ça nous dira fantastique. Mais est-ce que le monde, effectivement, qui est décrit ici, c'est un monde pré-industriel, futuriste, ou c'est deux domaines différents. C'est-à-dire que quand je parlais, par exemple, tout à l'heure d'Harry Potter, je disais que ça se passe dans un monde médiéval à un moment donné, l'école de magie, et puis que tout est normal. Donc on est dans du merveilleux normal, mais à d'autres moments, quand par exemple il va aux eaux et que le serpent commence à lui parler, ça le surprend plus qu'autre chose. Donc on est dans un choc surnaturel, dans une bizarrerie. Donc on est dans le monde réel plus le choc. Donc la notion de choc peut se trouver très bien dans un texte médiéval, peut se trouver dans un texte antique, peut se trouver dans un texte. Mais justement là, l'univers qui est décrit, est-ce qu'on a des informations sur l'époque? Alors on en a une, si vous dites que Apulée, ça sonne un peu bizarre comme nom, et puis que les métamorphoses, c'est peut-être ce que c'est, mais est-ce qu'on a des indications de lieux qui nous disent si on est dans la science-fiction, dans le futur, dans le présent ou dans le passé? Et la réponse, c'est non. Il n'y a qu'un seul, oui. Alors, l'information, la seule information qui pourrait nous donner véritablement une indication, c'est les premiers mots. Ce que c'est qu'une veille. Pour répondre à votre question très précisément, dans la planète des singes de Pierre Boulle, les singes qui vivent donc dans un futur très lointain, ils portent des prénoms latins. Le héros, il s'appelle Lucius aussi. Donc ça pourrait très bien, mais Apulée, il dit que c'était le 2e siècle après Jésus-Christ, et effectivement, il s'appelle Lucius, il s'appelle Pamphile, il s'appelle Photis. C'est des prénoms de l'Antiquité pour un texte prévu de l'Antiquité. Mais simplement, c'est un monde pré-industriel, mais quel effet lui fait le fantastique? Un choc. Le texte, quel effet lui fait le phénomène surnaturel? Un choc. Donc on est bien dans le fantastique. C'est-à-dire que le personnage, il est dans son réel, dans son époque à lui. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous prenez un texte de Voltaire, il faut considérer ce que c'est que le monde de Voltaire. C'est le monde réel, c'est le monde réel de Voltaire. Donc là, on a un jeune homme qui est un Romain, du 2e siècle après Jésus-Christ. Il n'empêche qu'il va subir un choc par rapport à sa conception du monde. Donc on est bien dans le fantastique. Donc la définition de Caillois, vous voyez, elle arrive à des limites parfois. C'est que si vous prenez un personnage du 2e siècle après Jésus-Christ qui subit un choc parce qu'il ne comprend pas ce qu'il a devant les yeux, il a une réaction de type fantastique par rapport à son réel à lui. Et ce n'est pas le réel que nous avons, c'est son réel à lui du 2e. Donc selon Caillois, on est un peu dans les ennuis pour la définition, on est dans un monde pré-industriel, mais sur un principe du fantastique.
Si on est sur le principe de Ostrovsky, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Et qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il y a la transformation. Cette transformation, on peut dire aussi qu'elle est contraire aux lois naturelles. Théoriquement, on ne peut pas changer de forme. Hein. Pas changer de forme. Avec l'âge, vous changerez sans doute un peu de forme comme moi, mais c'est dans les rondeurs que ça va se traduire et non pas dans la mutation véritable d'espèce. Donc il y a l'action de se transformer, il y a le corps qui devient autre chose que le corps normal d'une femme, il y a les paroles magiques, les propos qui sont des propos magiques, la formule magique, il y a l'onguent, c'est-à-dire la crème magique qui l'aide à se transformer. Moi, je mettrais ça dans l'esprit. Elle fait de la magie. Donc, il y a effectivement un certain nombre d'effets. Et puis, pour la définition de Todorov, j'ai déjà donné cet exemple, c'est tout le choc final, toute la surprise, tout l'étonnement devant ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette situation? Qu'est-ce que je vois? Et je ne comprends pas ce que je vois. Alors, si je reprends en catégorie, là, oui, j'ai montré que selon les trois définitions, pour l'instant, le texte relève de cette catégorie du fantasme. Bientôt vers la première veille de la nuit. Alors ça, c'est un domaine purement latin, c'est que les Romains définissaient en fait le jour, les 24 heures du jour, ils les subdivisaient non pas en heures comme nous, mais en veilles, c'est-à-dire en périodes, qui s'appellent des veilles. Et la bizarrerie, c'est qu'il y a toujours dans l'année le même nombre de veilles de jour et le nombre de veilles de nuit. C'est-à-dire que la durée d'une veille dépend de la saison. Nous, on était 15 heures de jour et puis 7 heures de nuit. Mais un Romain, il aura le même nombre de veilles de jour, de nuit en été qu'en hiver. Donc ça veut dire que si on prend 10 veilles de jour, en été, ben, les 10 veilles durent 15 heures et en hiver, les 10 veilles durent 8 heures. Donc c'est une période très fluctuante en temps pour les Romains, que cette notion de veille. Mais bon, ça nous donne l'idée dans quelle civilisation on est. On est sur la subdivision du temps chez les Romains. Donc, Photis me conduit à cette fameuse chambre de l'étage sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit, et m'invite à regarder par la fente de la porte la scène que voici. Jusqu'à présent, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien d'inhabituel. Une porte, ça existe, une chambre du haut, ça existe, il y en a plein chez moi. Voilà. Mais il y a quand même une thématique qui va nous être intéressante, que je placerai ici dans la notion d'ambiance. On est sur le secret, on est sur le mystère. Et dans le policier, il y a une ambiance particulière, dans le récit d'amour, il y a une ambiance particulière, dans le récit fantastique, il y a une ambiance qui vous prépare à quelque chose. Donc une ambiance particulière, celle du secret et du mystère. Ça pourrait nous donner du policier, ça pourrait nous donner une grosse histoire de cocufiage et d'amour illicite, ça pourrait nous, en l'occurrence, ça va nous donner une histoire fantastique. Pamphile commença par se dévêtir entièrement, puis elle sortit d'un coffret qu'elle ouvrit plusieurs boîtes. Alors, en levant le couvercle à l'une d'elles, elle se massa longuement avec un onguent qu'elle en tira, s'enduisant tout entière, depuis les ongles jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'à présent, pas de problème. Tout le monde a le droit de se crémer dans son miroir. Elle adressa à voix basse de longs propos à sa lampe et se mit à battre des membres à petits coups pressés. Tout le monde a le droit de faire la poule en faisant code devant son miroir. Là, il n'y a pas de problème non plus. Ça, c'est juste vos rituels personnels du matin ou du soir, en l'occurrence du soir. Là, il ne se passe rien. Mais c'est la suite qui va nous faire relire cela bizarrement. Pendant qu'elle leur imprimait, alors vous voyez, imprimer, ce serait typiquement le genre de mot qu'on vous demanderait à analyser en lexique. Primere, ça veut dire presser. Presser. C'est pour ça que les imprimeurs, ils ont des presses. Ça marche comment une presse? Vous avez une feuille de velin, de papier, de papyrus, de tissu,
Et dessus, vous allez mettre un tampon avec de l'encre et des figures, des dessins, des lettres. Et avec une presse, un objet très lourd, vous allez presser, presser, presser pour que l'encre imprègne le papier. Donc, imprimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire presser. Ça veut dire le vin a des pressoirs, presse le raisin pour le faire sortir le jus du raisin. Donc, imprimer, ça veut dire presser sur. Donc, elle va imprimer, elle va donner à ses membres, elle va presser sur ses membres pour qu'ils fassent un mouvement. Imprimer un mouvement souple et continu, il en jaillit. Alors là va commencer tout un ensemble de verbes. Je ne les ai pas mis les verbes, tiens, si, qui est jaillir, qui est grandir, qui est encore durcir, recouvrer, qui en eux-mêmes ne sont pas des textes, des verbes qui sont des verbes qui relèvent du fantastique. La plante, la lumière peut jaillir dans la pièce, mais en l'occurrence, oui, dites-moi. Alors, je vais remonter justement parce que une fois que je vais savoir la transformation, je vais m'apercevoir que des éléments que j'ai laissés de côté, que je considérais comme tout à fait normaux, ne l'étaient pas. Ces verbes-là, vous voyez, en eux-mêmes, ils ne nous disent rien sur le fantastique. Mais dans la situation, et c'est pour ça qu'on pourrait faire une jonction entre ce qui relève du verbe et de la situation, quand Panoramix, dans Astérix, il a un gland et qu'il jette ce gland dans un trou et qu'en un instant, ça donne un arbre, l'arbre, il jaillit, il pousse en un instant pour devenir un arbre de 200 ans, 300 ans d'âge. C'est là que c'est dans la pousse que c'est impossible. Jaillir, c'est un verbe qui ne dit rien de surnaturel, sauf que sur votre corps jaillit des plumes. Alors là, oui, ça ne va pas. De même que, vous voyez, chez les noms expansés, je vais dire baguette magique, poudre de transformation. Je vais avoir des verbes et leurs compléments qui, là, va faire le fantastique. Jaillir des plumes. Grandir, grandir des plumes, justement. Jaillir un duvet. Durcir et recourber son nez pour fabriquer un bec. Donc, c'est dans le complément de ces verbes-là que se fait le phénomène surnaturel. Recourber, les ongles devinrent épais et crochus. En soi, ça peut venir, mais là, d'un seul coup, dans la transformation, c'est des verbes et la situation, des verbes et leur complément qui fabriquent la transformation. Le tout se manifeste par elle se transforma en lui. Et donc, je ris et je m'aperçois qu'en fait, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait des noms. On avait un onguent. Un onguent, c'est une crème. Donc, des crèmes, il y a des onguents de toutes sortes. Hein. Mais en l'occurrence, je comprends que les onguents étaient un onguent magique, comme les propos étaient une formule magique. Et puis, oui. Quand ils disent qu'elle n'arrive pas à Voras, pourquoi ça lance? Ça lance, ça veut dire. C'est sans doute aussi un objet magique. Oui, ça c'est une bougie. Mais on peut imaginer que c'est aussi une lampe qui est. En l'occurrence, ce n'est pas une bougie, d'ailleurs, c'est une lampe à huile. Les Romains ont des lampes à huile qui leur servent à s'éclairer. Le célèbre qui est une lampe magique, hein, c'est Aladdin. Et votre camarade a dit eh bien, qu'effectivement, on est dans quoi? Est-ce qu'on est dans le lieu? Est-ce qu'on est dans l'adjectif? La fameuse pièce. Quand je disais tout à l'heure que les noms en eux-mêmes peuvent être neutres, mais que quand ils sont expansés, ils prennent une direction surnaturelle, l'anneau, il va très bien, mais quand il est d'invisibilité, il ne va pas très bien. Donc la pièce, c'est sa pièce de magie, d'alchimie, oui, dites-moi.
Oui, on peut le mettre là, il y a un lieu secret. Un lieu secret. Si, par exemple, vous avez une histoire qui commence par Il était une fois dans une forêt lointaine, là-dedans, il n'y a rien de surnaturel, mais tout est surnaturel. Il n'y a rien, mais tout est. C'est quoi? C'est l'expression Il était une fois qui délocalise. C'est forêt. La forêt, par définition, dans le conte, c'est le lieu de tous les mystères, de tous les secrets, de toutes les inconnues. Et puis, lointaine, la forêt lointaine, c'est la forêt qui est dangereuse, qui est mystérieuse, qui est. Donc la phrase en elle-même ne dit rien, mais aussi elle dit tout ce qui est surnaturel. Donc il faut savoir un petit peu où on le fabrique, ou dans l'ambiance, ou dans le lieu, ou dans l'expression. Elle pousse un cri, elle prend sa nouvelle forme, elle sautilla, elle s'éleva dans les airs, elle s'envola. Donc toutes ces actions-là qui ne sont pas possibles chez un humain. Et puis nous avons là, dans les 4 dernières lignes, une accumulation. Nous avons métamorphosé, un adjectif, un nom, enchantement, un adjectif de nouveau enchanté. On a l'expression victime d'un sort, soit le nom sort seulement, soit le nom expansé victime d'un sort. Et puis alors, le champ sémantique de la stupeur, de l'étrange, de la stupéfaction. On peut mettre aussi en adjectif ou en nom, frappé de stupeur. Stupéfait, on va le mettre dans les adjectifs, mais dans le champ sémantique aussi. J'avais l'impression d'être n'importe quoi, donc la déstabilisation du personnage, sauf Lucius, hors de moi-même, stupéfait, un adjectif, démence, un nom, songe éveillé, songe en soi-même, tout le monde a le droit de dormir, mais songe éveillé, ça nous place dans ce champ justement de l'irréel. Se frotter les yeux, en soi, je frotte les yeux, j'ai une poussière dans l'œil, je me frotte les yeux, pas de problème. Mais quand je vois quelque chose et je me dis, pince-moi que je ne rêve pas, ben, pincer, c'est bien fantastique. Le champ du fantastique est se frotter les yeux, c'est douter. Je me demandais si je ne dormais pas, le domaine du songe, du sommeil. On a donc tout un ensemble, vous voyez, qui va ici se fabriquer ce domaine fantastique. Alors, ça peut être une question qui demande, vous voyez, à la fois des connaissances extérieures, de définition, mais aussi des habitudes qui sont de regarder les champs propres, si je vous avais demandé le comique, les champs propres du comique, drôle, risible, ridicule, la situation, tomber, se relever, se cogner, glisser, les adjectifs, les verbes spécifiques du comique, les noms qui peuvent intervenir, les réflexes qui sont de regarder les éléments grammatiques, auxquels s'ajoutent, quand c'est possible, les figures de style. Alors, dans le dernier quart d'heure, je voudrais qu'on commence seulement à faire l'exercice numéro 3. Je reviendrai un petit peu la semaine prochaine sur ce texte d'Apulée pour parler encore un petit peu de mystère, mais aussi d'analyse de texte. Mais pour que nous avancions un peu, le texte numéro 3. Vous analyserez les analogies dans cet extrait. Donc là, on se cible sur une figure de style particulier, plus exactement une famille. Les analogies, vous vous rappelez qu'il y a 4 ou 5 objets là-dedans. C'est ce qui fait des relations entre deux éléments. On a la comparaison. Cette comparaison, elle utilisera les moyens de la comparaison, comme pareil à, semblable à, comme un bol de Gerfaut. Je suis comme un porte-manteau, tout raide, comme un porte-manteau. Comparaison. Je suis semblable à, pareil à. Je ressemblais à. Comparaison. Métaphore. C'est la même chose, mais il n'y a pas les moyens de comparaison. Mon voisin, porte-manteau, est tout raide. Mon voisin, porte-manteau, n'a pas de moyen de comparaison, il est juste plaqué là-dedans. C'est une métaphore. Et puis, vous avez toute la famille des glissements d'espèces. Animalisation, personnification,
réification, transformation en objet. On va comparer un homme à un animal à un homme, un animal ou un homme à un objet à un homme. Voilà, on va faire des glissements. Et donc là, nous avons un jeu là-dessus. Nous avons un jeu là-dessus. Le héros, il a une armoire dans laquelle il met des liqueurs, des alcools. Et dans ces alcools, il y a des petites bouteilles, et ces petites bouteilles, des robinets, et il se fait des mélanges. Très mauvais, ça fait mal à la tête, les mélanges. Bref, il se fait des mélanges. Il appelle ça son orgue, comme un instrument de musique, mon orgue à bouche. Mon orgue pour faire des effets. Et on va voir donc une première figure qui va traverser tout le texte, qui est celui de comparaison. Du reste, chaque liqueur correspondait selon lui comme goût au son d'un instrument. Donc c'est une comparaison parce qu'on a deux moyens de comparaison. On a comme et on a correspondait. Et l'idée qui va se développer ici, c'est que nous avons un alcool qui va être mis en relation avec un instrument de musique. On va donc avoir un transfert entre un liquide, si vous voulez, et un objet. Oui. Non, c'est correspondait. Correspondait. Le verbe correspondre, il fait une comparaison. C'est un outil de liaison. Donc, il va y avoir un transfert entre des alcools qui vont être nommés et des instruments de musique. La seconde, très visible figure de style, ça va être une ellipse. Alors, elle n'est pas dans l'ordre des analogies. Donc, c'est, si vous voulez, cerise sur le gâteau, si vous la repérez, c'est qu'en fait, une part des phrases suivantes va supprimer le verbe correspondait. Exemple, le curaçao, on dit plutôt curaçao dans la prononciation, le A s'entend pas tellement. Le curaçao à la clarinette. Alors, quoi à la clarinette? Ben, en fait, correspondait. Donc, on a supprimé le mot correspondait. Donc, il y a une ellipse, une suppression d'un élément. Curaçao, clarinette. Cumel, hautbois. Montanisette, flûte. Donc, on a une ellipse qui fait qu'on va supprimer à chaque fois le verbe correspondait. Et on a une autre figure de style qui est celle du parallélisme. Et à chaque fois, des alcools et des instruments. Alcool, instrument. Une comparaison, des comparaisons, une figure de style adjacente qui est l'ellipse, on supprime quelque chose, et puis une construction en parallèle. Et cette construction, alors attendez, je vais voir votre question, puis je complète. Oui. Donc il n'y a que la première qui joue véritablement, celle de la comparaison. Ce serait, entre parenthèses, dire qu'il y a... Non, ce serait signaler qu'il y a d'autres figures de style autres que l'analogie qui se manifestent. On se dirait, tiens, voilà quelqu'un qui a une analyse plus fine que celle qu'on demandait. Mais il ne faut pas centrer justement sur celles qui sont... Parce que là, maintenant, je vais centrer sur les analogies stricto sensu. Si on montre bien qu'on a compris que ce n'était pas dans le sujet, mais qu'on le rajoute, pourquoi pas? Mais nous allons avoir finalement entre cet alcool et ces instruments, nous allons avoir les autres figures de style qui vont s'exprimer. Nous allons avoir des personnifications, des animalisations, et nous allons avoir des réifications. Transformation en personne, transformation en objet, en animal, pardon, et en objet. Une remarque, on a alcool, instrument, mais on a aussi de ce point côté-là le goût et de ce côté-là les sons. C'est-à-dire qu'on a des comparaisons entre alcool et instrument, on va avoir des comparaisons entre goût et son,
qui vont donner lieu à des personnifications, annulations et réifications. Alors, ça va s'exprimer très massivement par la deuxième phrase. Le curaçao, par exemple, a la clarinette. Et qu'est-ce qu'elle a, la clarinette? Eh bien, elle a un chant. Alors, qui est-ce qui chante d'habitude? Un instrument de musique, ça ne chante pas. Hein. Alors, où? Yes. Donc, vous voyez que la clarinette, elle va subir un effet d'animalisation, de personnification. Donc, c'est une comparaison entre alcool et instrument, le curaçao et la clarinette. Mais cette clarinette, elle a des caractéristiques qui sont d'un être vivant, on va dire personnification ou animation, parce qu'elle a un chant. Et ce chant, il est comment? Il est aigrelet. Alors, qu'est-ce qui est aigre d'habitude? Un goût. Et donc, on passe de clarinette, si vous voulez, à un animal, le chant, et de chant à de nouveau un goût. Donc, la comparaison, elle est entre un alcool et un instrument. L'instrument va être, on va dire, animalisé, chant d'un oiseau, avant de se retrouver lui-même ramené au produit d'origine. Il va être réifié, ce chant. Le chant est ramené à un objet, à un goût, à un alcool. Vous voyez, il y a une sorte de passage circulaire. Et c'est encore plus visible par l'adjectif suivant, parce que aigrelet est velouté. Alors, qu'est-ce qui est velouté d'habitude? Ça vient de quoi, velouté? Velours, c'est un tissu, le velours. Et donc, c'est un tissu très... On ne s'habille plus en velours, c'est un peu des années 60. C'est les rideaux qui sont en velours, beaucoup, les canapés, c'est un tissu extrêmement doux. Donc, on passe d'un chant qui a un goût, et le chant a un goût, et le chant a une texture. Le velours est l'aigre. Donc, on passe d'un alcool à un instrument. Cet instrument, il prend des caractéristiques animales. Lesquelles caractéristiques animales renvoient à un goût et renvoient à une texture. Donc, renvoient à un objet. Donc, le chant, on était dans l'ordre animal, et va être réification, transformé en objet, ou est texture. Donc, vous voyez, c'est 4-5 mots d'affilée, mais ils sont quand même sur les figures de style, ils sont quand même un petit peu coriaces. Le cumel, je ne sais pas ce que c'est comme alcool, hautbois. Alors, le hautbois, il a le droit d'avoir un timbre, parce que c'est un son. Mais ce son, donc il est sonore, pas de problème, mais il nasille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nasiller? Qu'est-ce que c'est que nasillard? C'est parler du nez. Alors, est-ce que le hautbois a un nez? Difficile. Ben, un son ne peut pas avoir un nez. D'autant que le sens propre de nasiller, c'est le cri du canard. En fait, le canard, il ne coin-cointe pas. Vous saurez, le canard ne coin-cointe pas, le canard nasille. Donc, évidemment, là, vous voyez qu'on est passé d'un goût, d'un alcool, à un objet, au bois, et cet objet, il a quand même une caractéristique qu'on pourrait dire animale. Le son est un son qui a un nez, ou qui a le son du canard. La menthe, l'anisette, la flûte, et cette flûte, elle est sucrée et poivrée, donc un goût. Oui, il y a cette sorte de circulation, là, comme ça, d'un objet à un autre, d'un objet à un autre, d'un alcool à un instrument, qui va passer par le son et par le goût, et qui va circuler un peu comme ça, et qui passe parfois par des transformations en objet et des transformations en personne ou animal. Alors, on reste quand même dans le champ des objets, puisque c'est alcool, instrument, goût,
c'est un sens. Alors, personnification, ben, quand il y a des objets qui prennent des caractéristiques humaines, comme par exemple le chant. Quand on est dans le champ, on est plutôt dans la personne ou dans l'animal. Quand on est dans une caractéristique donnée, on est plutôt dans un humain. Quand on est dans une caractéristique de velours, on est plutôt dans une caractéristique de transformation du champ. Le champ, donc, est plutôt animal, à une transformation d'objet. Le champ devient un objet. Et puis, il y a un principe, donc, pour terminer, qui est un principe, finalement, de passage systématique de l'alcool au goût et de l'instrument au son. Alcool au goût, d'instrument au son. Alors, quand on caractérise un élément par une de ses caractéristiques, comme synecdoque, la partie pour le tout. Oui, on caractérise l'instrument par son son, ou on caractérise l'alcool par son goût. Donc, mais ce n'est pas une figure d'analogie. Ce n'est pas une figure d'analogie, c'en est une en plus. Et puis une dernière, parce que l'heure tourne, donc je reprendrai ça l'année prochaine. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle le fait qu'il y a des télescopages entre les sens? Vous savez qu'on a 5 sens, la vue, l'odorat. Yes, je me souviens de ça, votre camarade. Non, mais elle avait fait des lettres. C'est chez Baudelaire, dans ses poèmes, il a un principe que très souvent il télescope les sens. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Ça, c'est les 5 sens. Et ces 5 sens se télescopent. C'est ce qu'on a là. Le télescopage entre le goût et le son. Ça porte là un nom particulier qui a été plutôt développé à partir de l'œuvre de Baudelaire, qu'on appelle avec. Donc, je vous rappelle que avec, ça se dit en grec stun, ça se traduit en français plutôt par des mots en skin, et puis esthésie, des sens, la synesthésie des sens les uns avec les autres, le mélange des sens. Donc dans ce texte, on a une figure de style qui ne nous concerne pas vraiment, qui est le parallélisme, c'est pas ça qu'on demande. On a une figure qui n'est pas ça qu'on demande, qui est l'ellipse. On a une figure qui ne nous concerne pas trop, c'est le mélange de la partie et du tout, qu'on pourrait qualifier de synecdoque. Et puis on a une figure qui nous concerne un peu plus, mais qui n'est pas vraiment d'analogie, c'est des croisements de sens, le goût et l'odorat, pardon, le goût et le son, le goût et le son, qu'on appelle une synesthésie. Un texte court, mais qui a beaucoup de figures de style. Et ce dont on doit s'occuper, nous, c'est celle qui relève stricto sensu du passage d'un objet à un autre objet, d'un goût à un son, mais en passant par les animalisations, personnifications, réifications de ces objets, de ces goûts, de ces sens. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit lundi.